Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ce grand débat et cette question, alors que les outils de téléconsultation ont complètement explosé dans leur usage durant les divers confinements, va-t-on finalement vers un marché global, mondial de la téléconsultation et derrière bien évidemment de nouvelles opportunités de développement, de business pour les entreprises spécialisées dans son domaine. Et autour de cette table à mes côtés aujourd'hui pour répondre avec des témoignages très concrets, Pauline Dorgeval, bonjour. Bonjour. Présidente et cofondatrice de deuxièmeavis.fr. On va voir avec vous le boom qu'a connu votre société et les ambitions européennes qu'elle a à présent. Samcha, bonjour. Vous avez quitté Londres, le temps de venir prendre le soleil à Castres, dans cette université d'été de la e-santé. Vous êtes ancien directeur du développement du numérique au NHS, le service public de santé britannique, et vous êtes aujourd'hui directeur de la stratégie médicale chez Newman. C'est une jeune entreprise, on va le voir, de télésanté spécialisée dans les pathologies pour hommes, avec un modèle d'organisation et de business bien particulier. Et déjà, il faut souligner le chiffre, plus de 300 000 clients en 2 ans seulement. C'est un vrai succès au Royaume-Uni pour l'instant, mais peut-être ailleurs dans les prochains mois ou les prochaines années. Maud Lambert, merci d'être des nôtres. Bonjour. Vous êtes associé chez Smalt Avocat avec une spécialisation en data et en e-santé. On verra avec vous notamment les questions juridiques et de réglementation qui se posent lorsqu'une entreprise étrangère veut venir s'implanter notamment en France. Et puis enfin, en direct depuis le Koweït, on a la chance et l'honneur de recevoir le docteur Moussad Al-Razouki qui est en duplex avec nous. Alors, je vous le dis en français parce que je sais que vous parlez un tout petit peu français. Bonjour, comment allez-vous, docteur? Good afternoon. Pleased to be here. Oui, vous deviez être un des nôtres sur cette scène au départ aujourd'hui, puis malheureusement les conditions sanitaires font que vous n'avez pas pu quitter le Koweït. Heureusement, Internet et les duplex font des miracles. On vous remercie vraiment sincèrement, chaleureusement d'être des nôtres aujourd'hui. Vous êtes chirurgien de formation, vous avez exercé entre autres aux États-Unis. Vous parcourez le monde entier en temps normal, en permanence, à la recherche des nouvelles solutions de santé. Et vous gérez aujourd'hui l'un des principaux fonds d'investissement koweïti en santé avec des possibilités de capital investissement dans le monde entier. Alors on est très impatient d'entendre tout à l'heure votre vision de la téléconsultation. Est-ce que c'est un marché mondial? Et aussi le type de société réellement que vous recherchez pour y investir. Vous nous direz tout ça. Mais tout d'abord, allez, honneur aux dames, s'il vous plaît. Pauline Dorgeval. Heureux, moi je dois vous le dire, je suis heureux et je suis très ému de vous retrouver sur cette scène aujourd'hui, car si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près 3 ans. On était déjà réunis. Vous étiez Exactement. dans cette université de la e-santé à Castres pour recevoir un prix, un trophée de la e-santé. À l'époque, vous veniez de lancer deuxièmeavis.fr. Alors deuxièmeavis.fr, je rappelle rapidement, c'est la possibilité pour des patients avec des pathologies particulièrement complexes, de demander un deuxième avis médical via une plateforme et un réseau d'experts sur la France entière. Il n'y a pas de consultation, les experts se prononcent uniquement sur dossier médical. 3 ans après ce prix, alors que vous étiez toute jeune entreprise encore, on était presque au concept et que vous aviez été récompensé à Castres, 3 ans après, où est-ce que vous en êtes dans votre développement ? Alors déjà, encore merci pour le prix, parce que c'est un vrai démarrage, un prix, et particulièrement ce prix-là. C'était le trophée de la télémédecine. Donc effectivement, à l'époque, on avait 1 ou 2 partenariats, quelques centaines de bénéficiaires couverts, à peine une centaine d'avis qui avaient été rendus. Et donc, 3 ans après, et notamment, on a eu une accélération forte avec le Covid. On a 25 millions de bénéficiaires qui ont accès à notre service gracieusement, grâce au partenariat qu'on a mis en place avec les complémentaires santé. Donc 25 millions de bénéficiaires pour la France.
Voilà, donc ce qui est effectivement énorme, hein, c'est quasiment un Français sur 3. Près de la moitié, oui, pas loin de la moitié des Français. Effectivement. Et on est passé aussi, on a énormément de visites sur le site et de gens qui viennent voir les médecins que nous avons référencés, et tout le contenu réalisé par nos experts, voilà, et puis des milliers d'avis rendus. Voilà. Et donc l'accès à l'expertise, et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'acceptabilité par toute la communauté, par l'institution, les institutions, par les patients, avec parfois la seule possibilité pour eux d'accéder à l'expertise médicale pendant le confinement, et puis surtout par les médecins, et notamment les médecins de ville, puisque c'est si possible eux qui parlent du service à leurs patients et accompagnent les patients dans cette demande d'accès à l'expertise médicale. Et ça a vraiment changé. On l'a vu tout au long de l'université, hein. Il y a eu un avant et un après Covid et une vraie transformation des mentalités. En termes de chiffres, justement, si mes souvenirs sont bons, il y a 3 ans, vous partiez avec une poignée d'experts qui croyaient dans votre projet, qui acceptaient de rendre aussi un deuxième avis sur ce que donnaient leurs confrères, ce qui n'est pas si évident que ça. De cette poignée d'experts aujourd'hui, vous êtes passé à quel réseau d'experts ? Alors aujourd'hui, on a 250 médecins experts, et surtout, on commence à avoir des vrais partenariats, des partenariats avec des établissements de santé, avec l'Institut Curie, avec la Cassagne, avec l'hôpital Foch. Enfin, on commence du coup à avoir des médecins experts qui presque postulent pour être référencés. Donc on a des critères très transparents d'expertise. Mais donc effectivement, on est passé de quelques dizaines d'experts, là encore, à 250 experts, et on couvre 600 pathologies. Et c'est pas terminé, parce qu'en fait, rien que dans les maladies rares, par exemple, il y a 7000 pathologies. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi se développer. Ouais, les chiffres clés que je retiens, 25 millions en France de personnes couvertes par votre solution, 2022, 250 experts, 600 pathologies différentes. Alors on est une table ronde autour du business. En termes de business, combien de salariés et combien de chiffres d'affaires? Comme ça, on aura fini les KPI. Alors on est une vingtaine de salariés, alors de façon assez confidentielle encore, mais on est entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout avec une très très forte accélération, puisqu'il y a 3 ans, on n'avait pas de chiffre d'affaires en fait. Donc, voilà. Donc, moi je trouve que ça s'applaudit, une belle réussite pareille, détectée, repérée à Castres, et avec une croissance aussi rapide et phénoménale 3 ans plus tard. Vous nous disiez, Pauline d'Orgeval, il y a un avant et il y a un après Covid ou confinement dans votre activité, c'est-à-dire ? Alors nous, on a eu un usage multiplié par 3 avec le Covid, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc c'est un palier qu'on a atteint et qui n'est pas redescendu et qui continue à croître. Donc c'est assez différent de la téléconsultation, j'ai envie de dire, avec des médecins généralistes ou des médecins spécialistes en visio. Nous, c'est vraiment un avis sur dossier et l'accès à une expertise finalement rare et très inégalement répartie sur le territoire. Voilà. Et c'est là votre véritable innovation, c'est là la vraie rupture lorsqu'on parle effectivement de téléconsultation. On imagine tout de suite la visio. Vous, non, ce n'est pas de la visio. Le patient ne voit pas un autre réseau d'experts et vous avez dû imaginer une autre manière de recueillir des dossiers, je suppose, de transmettre des dossiers, de trouver les bons experts, d'avoir l'éthique qui va derrière. Expliquez-nous un petit peu cet ADN qui n'est qu'à vous. Alors effectivement, une des vraies problématiques, la médecine s'accélère, les progrès de la médecine sont tels qu'aujourd'hui, même un spécialiste devient généraliste de sa spécialité. Et donc, vous n'avez pas forcément les mêmes chances de guérison quand vous êtes confronté à un problème de santé sérieux, si vous avez quand même la vie et le retour d'un médecin expert de la pathologie et non pas de la spécialité. Et donc l'idée,
c'est de garder des prises en charge locales, mais de référencer pathologie par pathologie, donc de faire un énorme travail avec un conseil scientifique de référencement, les médecins référents sur cette pathologie, d'où le travail qu'on a fait sur 600 pathologies. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on commence à pouvoir produire des données. Et donc, notre conseil scientifique a publié une première publication scientifique sur les datas liées au deuxième avis, le taux de convergence, divergence. Est-ce que ça dépend des CSP, du lieu géographique? Donc, et ça, c'est intéressant puisque ces données peuvent être comparées avec des études scientifiques. Alors, il y en a une exactement la même qui a été produite en Allemagne, est sortie il y a 2 ans. Et puis, peuvent être comparés aussi avec ce qui existe aux États-Unis, parce que le deuxième avis, en fait, on est en retard en France, et ça existe ailleurs. Important ce que vous nous dites, vous parlez de conseil scientifique. Il y a également toute une part d'éthique qui est propre. Et votre travail est déjà, c'est important d'aller repérer les experts, de pouvoir les référencer, de pouvoir les convaincre de venir travailler avec vous. Et j'ai envie de dire, cette éthique, ce conseil scientifique est une partie de votre business model. Alors, 2 choses. Pour convaincre les médecins experts, en fait, ça n'a pas été le plus dur, parce que les médecins experts, et là on est sur notre sujet, eux, ils ont l'habitude d'intervenir dans des colloques internationaux, de faire des publications scientifiques dans des journaux internationaux, dans des revues scientifiques internationales. Et donc, quelque part, ils étaient convaincus depuis le départ de l'intérêt de permettre aux patients d'accéder rapidement à leur expertise. Ils nous disent voir trop de patients arriver abîmés, ou simplement qui ne peuvent plus sauver parce qu'ils arrivent trop tard. Trop d'errance médicale. Errance médicale ou voilà. Enfin, maintenant, les progrès sont tels qu'on peut sauver des gens et évidemment, si on n'est pas spécialiste de la pathologie, on ne sait pas forcément. Donc, en tout cas, on n'a pas tellement eu à convaincre les médecins. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile maintenant, mais c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était vraiment le monde médical, les patients et les institutions. Hein. C'est eux qu'il faut. On n'aime pas laisser partir dans les institutions les dossiers patients, justement, pour avoir un deuxième regard dessus. Non, alors après, tout est extrêmement sécurisé. Vous parliez de la déontologie et de l'éthique. Effectivement, ce qui est intéressant, et je rebondis aussi par rapport à ce qu'a dit Laura Le Tourneau hier, en disant on ne veut pas le modèle américain, on ne veut pas le modèle chinois, on veut un modèle, une accélération du numérique, mais avec une vraie éthique. Et donc, effectivement, nous, on est, depuis le départ, une entreprise à impact social. C'est-à-dire qu'on est convaincu que notre ADN, c'est vraiment pour réduire les inégalités d'accès à l'expertise médicale en France et puis pour donner les mêmes chances à tous. Et donc, on a des fonds à impact social pour l'instant dans notre capital. Et on est devenu, il y a 6 mois, une entreprise à mission. Donc, avec un comité de mission, avec un organisme tiers indépendant qui valide que notre mission ne va pas être dévoyée. Même si, et on le verra peut-être plus tard, on a des ambitions fortes et on a le sentiment et on sait qu'on est une brique parmi plein de choses qui se passent dans la e-santé et qu'il va falloir qu'on accélère, il va falloir qu'on se rapproche, il va se passer des choses. Et l'accélération passera très probablement par l'international, mais ça on va en reparler tout à l'heure. En tout cas, on voit bien cette rupture que vous proposez avec deuxièmeavis.fr et de cette rupture, ce succès pour l'instant commercial que vous adoptez. Commercial et surtout pour les patients. Hein. Pour les patients. Autre pays, autre mœurs, autre start-up Newman avec vous, Sancha. Vous êtes directeur de la stratégie médicale de Newman. Donc c'est une start-up qui est spécialisée dans les problématiques, on va dire, masculines. Alors qu'elles soient sexuelles, troubles de l'érection, entre autres, perte de cheveux, nutritionnelles. Vous proposez aujourd'hui un service de consultation en ligne. On va découvrir quelques images d'ailleurs de ce site en ligne. Qu'est-ce que vous proposez de plus aux hommes et en quoi votre modèle est-il disruptif? Well, first of all, thank you for bringing me to the sunshine in Castor. Very different to the grey days in London. Maybe the first thing I can propose is how do I introduce sun for the UK population? But similar to what Pauline just mentioned,
What we're really doing is offering people a way of getting access to secondary ancillary services that they may not otherwise get from the existing system. So Newman's model is very much built on providing a complementary service to the existing ecosystem in the NHS. So the NHS provides 93% of healthcare in the UK. And population can access those services, but it doesn't provide everything. So if we look at where Newman started from, it started providing treatment for erectile dysfunction. And most people have heard of Viagra. That's kind of where it started. Then it started providing consultations and treating other things, recognizing high cholesterol, recognizing needs such as asthma, hair loss, vitamin D deficiency through blood testing, supplementation, and it went from there. But what's next for us? What we're looking at is what else can people not access from the public system? What else is it that they want? And things we're picking up. First of all, for men, we're picking up that in the UK, testosterone deficiency is underserved. A lot of men suffer from testosterone deficiency, but have no idea they suffer from it. So that's another area we want to look at. Sleep. Who here had a good night's sleep? Probably not me, but most people suffer from sleep deprivation, insomnia, and it's really poorly managed. Some of it comes from diet, some of it comes from exercise, some of it comes from mental health. So it's another area that we see that the state doesn't do well. People have a willingness to pay because it affects people practically and emotionally. Then other things, weight loss. I, like many people, probably struggle with maintaining exercise, weight, diet. It's an area that people want advice from doctors. So this is another area that we believe we're going to go into. But our model is very much deal with two main things in addition to a clinical need. Deal with an emotional and practical need, things that people can feel, see, believe that they want to change. The second thing is something that's complementary to what else is out there, where people have a willingness to pay, but maybe not like the full sort of private service they might get from a massive hospital or a big full service GP private service, but a complementary service to what they're already getting from the state. And blood testing. Blood testing around the world right now is inaccessible because there's not enough reagent for full blood testing. So by moving to small finger prick testing, we can screen rapidly. On va revenir effectivement sur les tests sanguins tels que vous les proposez, mais j'ai quand même envie de vous dire, pour tout ce qui relève du trouble de l'érection, de la perte de poids, des problèmes de cholestérol, le service public britannique, comme le service public français d'ailleurs, répondent, ont des spécialistes, ont des médecins, ont des docteurs, font des consultations. Alors en quoi ce que propose Newman est-il réellement et concrètement disruptif? Well, imagine right now, most of us have to go to regular services between 9 o'clock and 5 o'clock, Monday to Friday in the UK, even digital services. It's like a letterbox. They switch off the digital service at 5 p.m. You can't send an online consultation to an NHS service. So what we play on is the fact that people want an accessible service 24 hours a day. So that's the first thing. We're completely accessible. The second thing is responsiveness. We respond to all our patients within an hour, maximum 2 hours, but they get a response from one of our clinicians very quickly. Typically, if you come to an NHS service, even my own NHS practice, you'll be waiting 3 weeks, 4 weeks for an appointment if you can get through on the phone to the receptionist. So we're making our service both accessible and available is the first thing. The second thing is the price point. Find something that is acceptable to people, but isn't at the extreme end of private. So that's also very important. But there are the main principles of making our service different to what else is out there. But the biggest thing that sets us apart is breaking down taboo topics, just tackling it head on, putting the issue out there to destigmatize it. So we normalize the issue, that people feel comfortable talking about it. So if any of you go online and look at the adverts for Newman, they're very loud.
Probably not to open up now, but have a look on YouTube later on, and there'll be some loud adverts. Et ce que vous nous dites là, effectivement, est un aspect aussi important, déstigmatiser certaines pathologies, que les hommes se sentent à l'aise pour pouvoir l'évoquer. Et dès l'entrée de votre site, on le voit là en image, on va peut-être le revoir encore derrière, il y a toute une partie, en fait, quelque part pédagogique, et vous insistez aussi sur la nécessité de rendre la maladie ou la pathologie, compréhensible de la part du patient. Le site est déjà un point d'entrée de la consultation et du soin. Completely. If we can do something to show people what it is that they're going to go through, explain the stages in language they understand, not in the clinical language I might use, but in language that means something to the citizen, they're more likely to accept it and adopt it. And you can see the colors, the typography, the language, the ease of use is like a retail website. It's like going to a shopping website. That's how we've set it up. But it's not a shopping experience, it's a healthcare experience, but very different to a typical healthcare experience. Ouais, l'expérience patient, finalement, vue d'un autre regard. Donc, pas uniquement un service accessible 24 heures sur 24, ce qui est déjà beaucoup. Un service qui vous permet d'avoir un expert très rapidement et ne pas avoir les délais d'attente des services publics, mais aussi un service qui vous empower, qu'on dit en anglais, qui vous implique, en fait, dès l'arrivée sur le site et qui vous met dans une certaine position en tant que patient. Ça, j'ai envie de dire, c'est pour l'entrée dans vos services. Une fois qu'on est entré dedans, vous parliez tout à l'heure de l'importance des tests sanguins, notamment parce que derrière des problèmes d'érection ou des problèmes de surpoids, on peut trouver d'autres pathologies, type diabète ou des pathologies cardiaques. Et c'est important de tester, de ne pas s'arrêter à une téléconsultation par visio. Et vous avez donc mis en place un système de tests sanguins qui vous arrive à domicile, un peu comme les paquets d'Amazon, et qu'on va découvrir tout de suite en images. J'ai envie de dire, vu en image comme ça semble tout simple. Effectivement, tout est prévu jusqu'au petit pansement pour mettre sur la goutte de sang et sur le doigt derrière. Pourquoi est-ce que, pour vous, Samcha, pour Newman, c'était important justement de ne pas s'arrêter à la téléconsultation et d'aller au-delà jusqu'à ce test physique que vous adressez à domicile?
Teleconsultation is just one part of the patient experience. We're still limited as to diagnosing illness, screening for illness. We can only do so much on a call. But if I want to take the patient experience to the next place, reduce their need to go anywhere, and more rapidly provide someone with a service, and also get them to act on their health, I need to make a service that works for the patient, lets them do everything in their home as far as we can. Now, of course, we're limited by what tests are available right now. But by putting the test in the patient's hands, they're more likely to do it. It's easier than going to a GP and sitting in a waiting area. Some people are anxious. It's so much simpler than having to make an appointment and go and have blood taken. So by doing this, we've made a super accessible service, but at the same time, more rapidly giving people a result from which we can take action. And it doesn't stop there. We're constantly looking at new ways of diagnosing conditions, looking for new tests that are emerging about how we can break down the barrier of healthcare. And imagine the problem that we have all across Europe, there aren't enough clinics available for the number of people that have demand. So if we can move the clinic away from the physical setting, I think that's the way to go. On voit comment vous reconstituez une forme de parcours de soins, de chaîne de soins pour le malade, puisque au-delà des tests sanguins, si jamais il y a une anomalie importante qui est détectée chez le malade, vous avez possibilité de l'adresser immédiatement et sans attente, cette fois-ci dans un réseau physique. On voit bien qu'on est sur un système hybride, c'est bien ça ? Completely. This is a hybrid model. I often call it a pro-vendor model. We're both an online service, an offline service, a technology platform, and a pharmacy. We're all of those things in one place. And the more we can combine different parts of the health service into one offer, we're going to reduce the friction for patients, but also improve the speed at which we deliver our services. Quand vous dites pharmacie, cela veut dire que vous êtes capable aussi d'adresser chez le patient par colis des médicaments ? That's right. We have our own pharmacy based out of Wales, Cardiff, and that pharmacy dispenses the medication directly to the patient's home. It's our pharmacy exclusively for us. The great thing is it's built on our own platform. So our own technology platform is designed so that our doctors, when they prescribe, it goes straight into our pharmacy that's constantly running 7 days a week, and the machines will pick and pack and push the stuff out. And yeah. Ouais, donc on voit bien avec vous que la rupture dans votre modèle n'est plus uniquement la téléconsultation et l'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rapidement à un médecin, mais bien au contraire, la maîtrise de la totalité de la chaîne de manière indépendante, téléconsultation, tests sanguins, éventuellement consultation physique, envoi de médicaments, avec donc tout ce qui est aussi maîtrise de la logistique, des stocks et des aspects physiques. Yes, every single part of the journey, but just for the conditions we treat. So first of all, we test. Can we deliver the right service? We tried it with a few things. For some things, it doesn't work very well because the test is not advanced or the method of consultation is not very good. So what we then do is actually try and work out where we can give the best experience to somebody, where we can do all of the parts ourselves, and where it's something the mass population wants. So where we can do that and we can do it well, we deliver all those parts. Quel est le business model ? Question obligatoire. Qui paye ? Est-ce que c'est le patient qui paye tout ? Est-ce qu'il y a une partie prise en charge par le système public de santé britannique ? So we are entirely private, self-pay. So patients directly pay out of pocket for our service. We don't have any state funding. We don't work with any insurers. We work completely with the patient. We're entirely patient-centric, patient-paid for. Et ça coûte combien, du coup, une fois qu'on va avoir une téléconsultation, un examen sanguin, puis éventuellement un suivi médical derrière ? It depends on what people have. So we work on a subscription model for most of our things. People pay a subscription each month, and in that subscription, they normally get their medication, their blood tests, their consultations. So to give you an example, if somebody pays
I think it's about £80 a month, so £80 in sterling. They will get their blood tests, they'll get their medication for erectile dysfunction, they'll get the unlimited consultations with our GP. If they wanted to speak to our GP every day, they could speak to our GP every day. That is the sort of model that we offer. So that's one of the models. We have a range of different subscriptions. Our asthma plan, for example, we provide the test for lung function. We provide the medication, the consultation, the review. So it varies on the actual plan, but basically it's a subscription model. Ouais, ce business model est rentable à partir de combien de consultations, combien de patients? Je ne sais pas comment vous allez le calculer. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre développement d'un point de vue économique, d'un point de vue business? So we're quite lucky that we're a revenue generating business. So we're quite lucky that our model already works quite well, but it works quite well because we have all parts. We have our in-house clinicians, the pharmacies in-house. We have direct wholesaler licenses to buy our medication straight in. We don't have to go through an agent in between, which means that we can remain profitable and efficient and keep our prices low. If we didn't have all of the parts, then that wouldn't be so easy. And I'll give you an example. We own our own technology platform. It's in-house. So we initially started using a third-party technology platform, but we've decided then to create our own EHR. So every time we put a component and bring it in-house, it makes us more efficient. So we have complete control over every part of it, which keeps us revenue generating. Now, as we grow, of course, we require investment because the most expensive thing we do is advertise on television. We are one of the most well-known brands on UK television, and that's quite expensive. So in time, as we grow in volume, hopefully we'll become more profitable and be able to balance our expenditure on advertising. But yeah, ultimately, right now, for our telehealth model, it's still revenue generating. Ouais. 300 000 patients conquis en 2 ans seulement, cela semble énorme. Vous visez combien de centaines de milliers de patients ou de millions, je ne sais pas, au Royaume-Uni? I mean, millions would be great, but actually for me, the most important thing is we treat patients that have a problem that needs solving. And that doesn't matter if it's 500,000 patients or 5 million patients, but we treat the right number of patients that have a problem that actually needs solving. What I don't want to do is sell any products or services for people that don't need them or aren't going to benefit from them. So I would rather have fewer patients, but they have a problem we can solve, rather than having more patients that just happen to be with us because they're trying to get access to medication. Et là aussi, on va voir sur Newman des ambitions internationales d'export de ce modèle. D'ailleurs, je me tourne vers Moussaf Al-Razouki. Moussaf Al-Razouki, est-ce que Newman, ou bien alors Deuxième Avis qui sont ici, sont des sociétés qui peuvent intéresser vos fonds, votre portefeuille, ou alors est-ce qu'elles sont trop petites ou trop locales pour vous? Actually, we know the male healthcare space very well, and on a personal level, I'm an investor in HIMSS, the US version of Newman. And we have also looked at other more specialized versions of teleconsultation or digital healthcare in the female healthcare space. And I'm a personal investor in a local Middle East company called Nepta Health, as well as a US company called TBD Health, which focuses just on female sexual health. So we do believe in this long tail approach to digital healthcare, which encourages individual entrepreneurs to look at very small parts of society, not necessarily a holistic, let's say, approach to the entire healthcare system or going after the entire population, but going after specific patient populations that are in need. I also just want to maybe clarify a little bit about our role as a company. So Kuwait Life Sciences is part of a group of companies called the National Technology Enterprises Company. We are the venture capital arm of the Kuwait Investment Authority. As a group, we manage roughly 1 billion of assets. And then obviously the Kuwait Investment Authority is one of the largest investment firms in the world. It manages roughly about $700 billion in assets under management. For us at NTech, or National Technology Enterprises Company, we invest both in life sciences space, in the clean and renewable energy space, as well as the general technology space or ICT space. When it comes to our work at KLSC, we invest both in funds as well as directly into companies.
We have two very successful companies in France. One is called Median. I'm sure you've heard of it. It's a listed company in the stock exchange, as well as a company called Supersonic Imaging. So Median, we invested very early when it was still a private company, and now the stock is trading roughly about 16 euros the last time I checked. So thankfully, you know, we really love French innovation. We feel that France today is still competing very aggressively, as is the UK and other continental European countries. In terms of our exposure to Europe, we do have a fund in Germany, in Munich, called Wellington Partners. We're investors in their fourth and fifth vintage fund. Wellington invests fairly early on, even I would say at the seed level, but mostly they invest in the Series A level when the company is at least a commercial entity and beyond just the idea phase. We have three funds in the US that we're invested in, a fund in New York called New Leaf Venture Partners, and then we have two in San Francisco, Kearney Venture Partners and Presidio Partners. Again, most of these funds, they tend to invest in the Series A. Sometimes we see them going a little bit early, investing in the seed round. For us, when we invest directly into a company, we prefer to invest usually at the Series C or Series D stage, and that's a company similar to Newman, which has really developed and, let's say, proven their commercial model. They're commercially and revenue positive. They don't necessarily need to be cash flow positive. We understand specifically in life sciences and healthcare that the pathway to be break even or profitable does take a while, but we are long-term investors. On average, I think that we typically hold an investment for 7 to 10 years, which is much longer than other typical investment firms that try to turn a company in investment in 3 to 5 years. So for us, we are in it for the long term. And we definitely believe in the strategic value of these companies, because for us, what is also very important when we make a direct investment in a company is to then leverage that technology, whether it's software or hardware, whether it's a medical device or even just a biotechnology molecule, into the Middle East, into our home market of Kuwait, and we support them in rolling out, you know, whether it's from Morocco to the Arabian Gulf, you know, 300 million people, 22 different countries. But through our platform companies that we own 100% in most of these countries, we can then easily access these markets. Unfortunately, the Middle East and North Africa, even though we share a common language and religion, we are not one European market or common European market as we have in Europe, or one market as the US. So usually, this is why we encourage international companies to work with a local partner like us to unlock the potential of the Middle East. Thankfully, the dynamics for healthcare and for the life sciences are very favorable. It's a young population. Half of the population, these 300 million people, is under the age of 35. We also have, unfortunately, for the society, but fortunately for us as investors in healthcare, large risk factors when it comes to both chronic diseases as well as acute diseases. We are competing with the US and UK when it comes to diabetes and obesity. And unfortunately, even heart disease and even types of cancer now are becoming more and more prevalent. So there are a lot of opportunities for us. We typically only invest in Europe and the US. And when it comes to our international investments, we haven't done any investments in Asia or other parts of the world. And then obviously we do invest locally here in the Middle East. Beaucoup de choses que vous nous dites là, Moussaf El Razouki. Première question que j'ai envie de vous poser dans ces tours de table où vous arrivez majoritairement plutôt tardivement, en série B, en série C, en 3e, 4e tour de table. Est-ce à dire que vous préférez investir avec des retours à long terme plutôt sur des entreprises à forte IT plutôt que sur de l'entreprise de service telle que de la téléconsultation n'est pas sur un marché suffisamment rentable pour vous? No, I wouldn't say that. I mean, the teleconsultation market, I would say globally, I think has done, especially in the United States, even before COVID, I think that the industry has done a really tremendous job of eating market share away from traditional players. Two examples I usually like to use is, you're all familiar, I'm sure, with the healthcare system, the accountable care system called Kaiser Permanente, which is mostly in California and in other parts of the Western United States. Kaiser Permanente, and this was even back in 2010, 41% of their primary care visits were done by phone or by email, right? So this was way back in 2010. I'm sure now it is much higher.
Teladoc, which is, I think, the world leader when it comes to telemedicine. A friend of mine and a fund in the US had done an investment in that company before they went public. And when the company went for their IPO and were valued at roughly about $1 billion, $1.5 billion, they only had 50 doctors on staff, right? Which is smaller than any polyclinic probably in France or here in the Middle East, but yet it was valued at $1 billion, $1.5 billion. Why? Because of the potential for this business to grow in the future. And we certainly saw that during COVID. I still believe that we are at the early stages. Now, I did notice that you mentioned hybrid healthcare, and this is a very important distinction for me because we're in the process now of publishing a book together with Springer on the topic of hybrid healthcare. And I still believe that even though telemedicine has its place in the healthcare system, we still need to have this human touch of healthcare. This is what differentiates us from other industries. I think many people agree today they don't want to interact with their bank. They prefer to just be an app on their phone or just to be a website. There is no need for you to ever visit a bank in person, even if it's for a mortgage. But when it comes to healthcare, most patients will still want to have that human touch, will still want to be with the physician in person. Obviously, the entire life chain can be streamlined and improved to really leverage the time with the patient. But at certain moments, even when it comes to the doctors, I've seen a lot of research, published research, if the doctor does not have that human interaction with the patient, they will not be, let's say, as good at their job. And there's a great study that was done maybe about 4 or 5 years ago, where they looked at radiologists who typically do not see patients. And they did a very interesting experiment where they had some radiologists who continue to assess the radiographs of the patients or the x-rays of the patients without any interaction with the patient that they were looking at. And in the other group, they just added the patient's photo in front of the radiograph itself. And what they found out is that the radiologist who had just the patient's photo ended up having better and more accurate diagnoses than the other group of doctors that just looked at the radiographs themselves. So again, to us, we don't like to call it hybrid healthcare or traditional, sorry, we like to call it digital healthcare or hybrid or digital healthcare. We like to focus on the term hybrid healthcare, and we definitely encourage all our companies to not lose this human touch, this all-important human touch of healthcare. Ouais. J'entends dans ce que vous dites encore quelque chose de très important qui n'est peut-être pas une évidence lorsque l'on parle d'investissements mondiaux. L'argent peut être investi de manière mondiale. Les technologies aujourd'hui sont les mêmes d'un continent à l'autre, que ce soit de technologies de visio, de transmission de dossiers. En revanche, et c'est un facteur important pour vous, les maladies, les pathologies ne sont pas les mêmes d'un continent à un autre. Les pathologies, vous citiez le diabète par exemple tout à l'heure, des pathologies qui vont intéresser le continent nord-américain ne vont pas forcément être les mêmes que celles qui vont intéresser les Européens, qui sont encore différentes de celles du Moyen-Orient et qui peuvent être différentes de l'Asie. Pour vous qui avez un regard global là-dessus, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces différences que vous percevez ? Absolutely. So we've seen this, unfortunately, with some local entrepreneurs here in the Middle East. They will say, for example, oh, I like what Dexcom is doing in the US for diabetes management. I like what, for example, ZocDoc is doing in the US in terms of access to patient care, or what Teladoc is doing in telemedicine. But then they try to replicate these business models in the Middle East and they fail. Because number one, the regulation is not the same, right? In the US, you have the Centers for Medicaid and Medicare, which very early on set the 50-minute telemedicine consultation. I think it was $24 roughly. And so they set the price there. And then therefore, a lot of insurance companies also started reimbursing different telemedicine consultations. Unfortunately, we don't have this type of regulation in the Middle East. So it is a bit closer to the Newman model where they're accepting fee-for-service or patients to pay out of pocket. But without the proper regulatory support, this makes it very difficult for entrepreneurs to copy-paste, let's call it, different business models. So you need to kind of innovate and address immediate needs here in the region. I will also agree that, yes, we are different when it comes to maybe chronic diseases, but our biology, whether you're French, Middle Eastern, or American, is the same, right? Our risks from smoking, from heart disease is pretty universal. Which is why, thankfully, we'll see a lot of these international models, going hopefully around the world very soon.
For us, again, as a company, when we try to invest, when we look to make a direct investment, the main question we ask ourselves is, will this become the gold standard of care in that industry? And a great example I like to use is a company that we had invested in through our partners in New York through New Leaf Ventures. It's a company called iRhythm. This is a digital health company that developed a very small patch called the Zio patch. And this patch replaced the very clunky old Holter monitor, which was the gold standard before. And not only did it replace it from a diagnostic point of view, but also it allowed physicians to look into the patient's heart conditions throughout the day. And now the third level of the evolution of this company is to actually start developing predictive algorithms that will hopefully even predict and prevent the patient from developing a cardiac arrhythmia in the future. So this is the main question we ask, can this technology or this platform become the gold standard of care in that particular industry? I hope that answered your question. Au contraire, ça alimente la discussion. Mais merci beaucoup, restez avec nous, bien sûr, Moussa El Razouki. Je me tourne vers Pauline Dorgeval. Se pose la question, au bout d'un moment, pour deuxièmeavis.fr, pour une société qui est en pleine expansion comme la vôtre, d'une internationalisation. Vous dites, on ne peut pas rester petit dans notre coin, sinon on meurt, c'est ça ? Oui, sinon, il faut qu'on reste toujours à la pointe et puis qu'on arrive à saisir les opportunités. Il y en a énormément en ce moment. Donc forcément, on réfléchit à l'international. Et là, je pense que vous allez en parler. C'est pas du tout comme un site e-commerce classique. On ne peut pas aller à l'international sans... chaque pays est très, très, très spécifique. Chaque système de santé est très spécifique. Et donc, le temps de décision, je pense... on est en train de faire une étude sur 6 pays européens, mais plutôt réglementaire et juridique. Ensuite, on choisira probablement 1 ou 2 pays pour faire une étude de marché approfondie et décider d'y aller ou pas. Et puis, il y a d'autres façons d'y aller aussi. Voilà. Est-ce que cela veut dire répliquer votre modèle, par exemple, si vous allez en Allemagne, répliquer votre modèle en Allemagne, ou bien leur faire bénéficier aussi de patients d'autres pays, des conseils de deuxième avis en France, d'experts en France ? Alors moi, je crois assez peu. Je pense qu'on a envie d'accéder aux médecins experts de son pays. Alors, ça dépend des pays, mais pour des pays développés en tout cas, parce que se pose énormément de problèmes éthiques et déontologiques de pouvoir accéder, par exemple, à des médecins aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher et donc pour le coup, ça s'adresse à très très peu de personnes. Oui, aucun problème pour faire bénéficier des médecins experts français. En tout cas, ça valorise leur expertise, c'est sûr. Mais on pense que si on va en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, il faudra des médecins locaux et les médecins référents locaux de ces pays-là, et donc être complètement s'insérer dans le système de santé local, avec donc un business model probablement différent. Parce que ce qu'on a fait en France, la santé est très particulière en France, elle doit être prise en charge. Ce qui en Angleterre, il y a probablement beaucoup plus de patients prêts à payer qu'en France. Donc peut-être que si on va en Angleterre, le B2C sera possible. En France, c'est assez complexe. Donc tout est envisageable, y compris des changements de business model quand on va à l'étranger. Et puis, nos partenaires sont aussi souvent internationaux, des partenaires du monde assurantiel. Et donc, ça peut aussi passer par eux. Samcha, même question. Est-ce que pour vous, l'avenir, le développement obligatoire de Newman passe par un export ou par du marché international? I think this goes back to something that Moussa mentioned earlier. The problems are fairly broad around the world. We're all facing the same sorts of things, whether it's diabetes, obesity, whatever it happens to be. So it's less about whether Newman can go to another market or not. It's whether the market conditions in that other place are suitable for an entity like Newman or anyone else to go into that setting. And that's going to be a combination of the way in which funding works in that market, the regulatory model in that particular place, because it will be different in each place, and then also the way in which reimbursement, insurance, self-pay works, and the expectations of the population. And I'll give you an example.
if I was to go to a market like Argentina, people there still have an expectation that unless they're sat in front of a doctor, they don't trust this thing that's online, even though it might be the same person, because the social dynamics are such. So a model such as ours wouldn't really work right now in a place like that. But if I go to other markets, such as parts of Europe, there might be a greater acceptability of the sort of model. And then we have to work out how to be paid for. So could Newman go elsewhere? It certainly could. But we have to work carefully to identify those conditions that will work in that setting and what the reimbursement regulatory model is. And Europe is a complex place. You know, for example, and the UK, of course, has a slight challenge when it comes to Europe. But, you know, basic things like how prescribing works, how electronic prescribing works, whether medicine can or can't be sent in the post, the rate at which you can charge for medicine or you can't charge for medicine. This varies from country to country. And whilst there's some broad European regulation, even like between Germany and France, it's different. So, of course, companies like Newman want to expand to places like Europe and elsewhere, but we have to judge it based on the factors around reimbursement pay, the size and scale of the problem, and then more basic factors like how do we regulate both the clinician and the company. Ouais. On entend bien, les conditions d'internationalisation sont complexes, qu'on doit prendre en compte des cultures, des business models de santé complètement différents, voire même des outils techniques qui peuvent différer d'un dossier à l'autre. Et pourtant, l'internationalisation est en marche. On le voit bien, Doctolib est allé s'implanter avec succès en Allemagne. On a parlé ce matin de Doctopsy qui a été racheté par Care, qui lui-même vient de se faire racheter cette année par Accéléré, qui est un Britannique qui veut devenir leader européen de la téléconsultation, qui fait donc énormément d'achats dans d'autres pays européens. Il y a des consolidations qui sont en train de se mettre en place en termes de téléconsultation. Maud Lambert, pour vous qui êtes juriste, qu'est-ce que cela implique? On voit que c'est pas si simple, même pour des Britanniques qui rachètent des Français comme Care. Le changement culturel peut être compliqué. Alors, comme le disait, effectivement, je voudrais pas écorcher votre nom, donc Moussa Falrazouki. Voilà, Moussa Falrazouki. Je voudrais effectivement chaque pays a une réglementation en matière de santé qui est assez spécifique. Alors sur la télémédecine, puisque c'est un peu le sujet du jour, on est sur des pays avec une réglementation existante, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de spécifique, comme en France. On a écrit un texte qui explique comment on peut faire de la téléconsultation. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Donc il y a des pays où il n'y a pas de cadre. Donc en fait, on s'insère dans l'acte médical, mais il n'y a rien de spécifique sur la téléconsultation. Et donc, effectivement, chaque investissement, chaque société qui doit effectivement s'implanter sur un marché, parce que malgré tout, on est sur un marché, même si c'est de l'acte médical et qu'en tout cas, déontologiquement, ce n'est pas vraiment du commerce, eh bien, malgré tout, il faut s'adapter réglementairement, et c'est vraiment ce qu'il a expliqué. L'effort doit être fait pour adapter à la fois, enfin vérifier à la fois la conformité réglementaire, enfin comment on peut effectivement être conforme, et la deuxième chose, l'adaptabilité sociale, c'est-à-dire culturelle, si on accepte le service qui est proposé en ligne. Et c'est vrai que des fois le choc peut être profond. Il disait Sancha, Newman fait de la publicité pour ses services sur la télévision britannique, ce qui lui coûte très cher. Lorsque LCRO a racheté Care, ou Care a voulu faire de la publicité en France, ils se sont fait tout de suite taper sur les doigts. Alors oui, donc parce qu'on est effectivement dans un cadre déontologique et non plus vraiment réglementaire, mais en tout cas, même si c'est dans le code de la santé publique, on est sur en tout cas un acte médical qui ne peut pas être du commerce. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Et donc à ce titre-là, il ne peut pas y avoir de publicité. On peut faire de l'information, mais il ne peut pas y avoir de publicité avec des grands panneaux, des pancartes en devant venez chez nous 24 heures sur 24, 100% remboursé. Voilà, ça marche pas chez nous. Voilà. Donc ouais. Il faut, ça veut pas dire qu'on ne peut pas informer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit de la publicité agressive, qui essaye de prendre des patients à droite, à gauche pour venir faire de la téléconsultation, pour une marque plus qu'une autre. Et dans un marché quand même qui devient de plus en plus mondial, qui est en train de s'ouvrir, est-ce que la réglementation ne risque pas d'évoluer tout de même dans les prochaines années ?
Alors, est-ce qu'il va y avoir une réglementation européenne? C'est difficile d'avoir une réglementation mondiale. Je pense que ça, voilà, je pense que c'est pas encore, on n'est pas encore prêt. D'un point de vue européen, je suis pas convaincue parce que là encore, en matière de santé, c'est très culturel. Donc, ça va dépendre des pays. Je pense que si je pense par exemple aux pays du Nord, où ils sont beaucoup plus culturellement captifs sur tout ce qui est e-santé. Nous, on est un petit peu en retard, donc on a le virage numérique qui arrive, mais en tout cas, voilà, on avance réglementairement. Mais donc, et par exemple, dans ces pays du Nord, il n'y a pas forcément de réglementation, donc peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, et on s'insère quand même. Le marché existe. Hein. Ouais. Moussa Razouki, est-ce qu'en matière de business mondial, je suis caricatural si je dis d'un côté, vous avez les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, Canada, où c'est plus facile d'aller faire du business parce que d'abord, il y a de l'argent, il y a des moyens et il y a des règles qui permettent une concurrence extrêmement importante. Et l'Europe, où c'est extrêmement compliqué, c'est protégé et où il vaut mieux ne pas venir investir parce que trop compliqué à gérer. Well, I think that, from a investment perspective, the regulatory frameworks that exist for financial investors in Europe or the US, North America, I would say are pretty much on par. I do think Europe is leading the US when it comes to the regulation of either medicines or medical technologies. A great example I like to use is a good friend of mine. He started a medtech company based out of Boston and Massachusetts. And it took him roughly about 600,000 euros to get the CMEA approval. And then he was able to sell in both Europe and Latin America and in the Middle East. And then he actually had to raise a Series A of $12 million to get the FDA approval in the US. And that would, on average, take him about 2 years. So, 500,000, 600,000 euros in 6 months versus 12 million in 2 years, that I think is a good average when you compare the US and Europe. So by that virtue, I always encourage entrepreneurs who are geographically agnostic to look at starting their company in Europe. It's just much quicker to market. And obviously, then you are able to sell in most countries around the world. In terms of, again, the reason we choose the US and Europe, or I would say North America and Europe primarily, is because these are still the centers of innovation globally. And we, specifically choose funds that are based in, whether it's in Bavaria or in the Northeast corridor of the US or in San Francisco, because these are cities and regions that have the infrastructure to collect, the most talented scientists, the most talented technology entrepreneurs, and they have strong ties with either both the academic institutions in that region as well as other funders of innovation, whether it's the government or in many cases actually the military. The military does a lot of funding for healthcare innovation globally. So this is usually how we like to approach it, and I hope that again answered your question. Et on sent effectivement tout le poids et les capacités d'innovation qu'ont les États-Unis tout de même en la matière de tout ce qui est digital. Pour vous qui voyagez dans le monde entier, Moussa Razouki, j'aimerais bien avoir votre sentiment également sur l'Asie et notamment la Chine. Comment est-ce que vous voyez avancer leurs capacités d'innovation? Peuvent-ils être un marché pour vous d'investissement au Koweït, ou est-ce trop compliqué ou pas assez innovant pour vous? So I like to say that, for us as a fund, as Kuwait Life Sciences and ENTEC, we do not look at China. However, the Kuwait Investment Authority does have an office in Beijing, and it is one of the few investors that has been granted by the Chinese Communist Party to invest in pre-IPOs in China. And we have had many successful pre-IPOs as the Sovereign Wealth Fund. On a personal level, I do have a large exposure to China. When I look at my own personal portfolio of stocks and investments, I do believe in China and in the East will be continuing to develop and to grow probably much faster than the US and Europe. I do think that in terms of pure growth, the Middle East and Africa are by far the most underserved and will continue to be the fastest growing regions in the world. And I will also add the Indian subcontinent in that bracket as well. In terms of healthcare innovation, so I think there is also a misconception with many investors, and this is something I personally have also with our investment committee, because I personally would like us to do more investments in Korea and China, even in Vietnam and other Asian countries,
because it is no longer just a question of developing low-cost healthcare technologies or healthcare platforms. You really have a lot of companies in China innovating now on a global level. We've all seen the rise of Chinese electronic vehicles. Today, if you look at, for example, digital imaging, you have a company in China called Mindray, which is really competing with Siemens and Philips and GE on a global basis. In terms of patents, I believe they actually are now even outpacing many of the American and European companies in terms of the number of patents that are coming out from that company. So again, the rise of the East cannot be ignored by us as an investor. We do hope that in the future we'll be able to allocate more of our capital to these new platforms. And obviously we also see that, you know, a lot of these Asian countries and investors are coming in and developing infrastructure in the Middle East and North Africa. So hopefully that can all bring, you know, the focus to improve innovation. Et on voit bien effectivement à travers ce tour du monde que vous nous proposez, une Europe qui reste solide, résiliente et innovante, mais fragile. Les États-Unis qui sont extrêmement innovants, qui sont capables d'avoir les meilleurs scientifiques et qui ont les GAFA au monde, mais aussi une Chine et une Asie à la croissance fulgurante, à l'innovation fulgurante et en train de bien concurrencer ou commencer à bien concurrencer les États-Unis. Et puis une Afrique qu'il ne faut pas ignorer parce qu'il y a beaucoup aussi d'innovations intelligentes, low cost ou même high cost qui se passent en Afrique et sur lesquelles il faut garder un regard total. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Je vous propose de nous garder les 10 minutes, 15 minutes qui nous restent pour poser toute une série de questions que vous souhaiteriez à nos deux invités sur cette thématique qu'on a entamée depuis le début de cette session. Est-ce que la téléconsultation devient un marché global? Voilà, il y a un micro qui va passer. Allez, ça commence. Bruno Salgue. Moi, je voudrais plutôt pour... Alors, nos amis anglais ne sont plus dans l'Europe, alors tant pis pour vous. Mais pour nos amis... Dans l'Union européenne, soyons précis. Pour nos amis européens, l'Europe s'intéresse de plus en plus à la santé. L'Europe, qui n'était pas compétente en santé, a commencé à devenir compétente dans l'éducation pour la santé, l'informatique pour la santé, maintenant dans les histoires de vaccins. Ils sont devenus compétentes dans la vieillesse, le fin de vie au niveau européen. Et ce qui va se passer, et là, moi, je peux vous dire que c'est sûr, le problème, c'est pas le problème de la date, c'est le problème de savoir quand c'est que ça va se passer, c'est que l'Europe va devenir de plus en plus compétente dans la santé. Or, tous les pays d'Europe sont organisés de la même façon, avec des santé régionales. En Espagne, c'est régional. En Italie, c'est régional. En Allemagne, c'est les Länder. En Belgique, c'est régional aussi. Aux Pays-Bas, c'est régional. Et nous, on n'est pas organisé pareil. On est le seul pays qui n'est pas organisé pareil. Et il est fort à parier que l'organisation de la santé qui s'impose de l'ensemble des 26 autres, enfin 25 autres maintenant pays européens, va s'imposer pour notre pays aussi dans quelques temps. Alors le tout est de savoir quand. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans mais ça va très très vite. Regardez la France qui était opposée aux réformes de santé. Cette année, le nouveau concours, il est européen. C'est-à-dire qu'il est conforme aux règles européennes pour le recrutement des futurs médecins. Voilà, c'est fait, terminé. Eh bien, un plaidoyer pour une arrivée des régions en France, dans un pays aussi centralisé, aussi jacobin. Il va y avoir un poids de l'histoire à bouger qui va être compliqué. Néanmoins, Samcha, pour vous qui avez un pied dans l'Europe, même les 2 pieds dans l'Europe et plus de pieds dans l'Union européenne, est-ce que vous partagez l'avis de Bruno Salgue? L'Europe va devenir une sorte de terre leader en matière de santé, notamment à un moment où la population mondiale vieillit totalement, avec une chute de démographie à partir de 2050 au niveau mondial. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ce sont les États-Unis qui sont leaders et la Chine qui vient très fort derrière. I don't think there's any one part of the world that will just take a lead in health. The issues in health are global. The problems are global. So I think we'll end up with different types of expertise in different places. Europe and the UK and the US has an aging population with a different type of disease profile. Middle East, Africa, again, have some differences, some local issues in those regions that are unique to those places.
And Asia-Pac is such a big region. You've got the Indian subcontinent on the one side, you've got China, Japan, all of which have their own nuances if you take a place like Japan. So I don't think any one place will be a leader in one specific, the whole of digital health and healthcare, but there'll be specialisms that will emerge. And we're already beginning to see that. We're beginning to see some places like the Nordics are having expertise around whether it's integration of data or care of the elderly. We're seeing other areas like the US, maybe the UK and parts of Europe, perhaps progressing more so around some of the cancers that emerge. And then we're certainly seeing a lot of progress if we look at Africa around infectious disease, because there's a necessity, there's a need where they have to solve it. So we're seeing that begin to emerge. And certainly if I think of some of the work that I've done with colleagues across the Middle East region, the deep technology that is coming out of different parts of the Middle East in things that Europe can't even imagine, like the utilization of blockchain, dare I say it, in parts of the Middle East, which nobody else is even working on. So I don't think anyone is going to be a leader in all of it, but they're going to be different domains around the world. Je pose la même question à Moussaf El Razouki. Est-ce qu'effectivement, compte tenu du vieillissement de sa population, la Old Europe, qui n'a jamais aussi bien mérité son nom, peut devenir un leader en termes de santé? I mean, certainly I think Europe continues to be a leader in healthcare, and we see that at least when it comes to social care, definitely I think Europe is far ahead. You don't have this issue where in the US you still have, even after the Affordable Care Act, or what was known colloquially as Obamacare, you still have roughly 10 to 50 million Americans who are uninsured, and many Americans and families go bankrupt by not being able to pay their healthcare bills. And that's something that I don't think you would ever see in most European countries and other social care countries. So even though the population is aging, I do believe that you will have these, let's say, pockets of excellence, new innovations that come out. For example, I'm a personal investor in a company called Seracare in the UK, a company that was started in 2016 as a digital-first home healthcare company, and now having raised a Series B and a Series C from both European and UK-based investors, they are now acquiring traditional home care companies. And they've also, during COVID, trained roughly 10 million new workers, 100,000 new workers, treating 10 million patients within the COVID pandemic time. Most of them are elderly people who are not able to have the care they need, and certainly they do not need to have the care inside hospitals, and instead should have the care at home. And that is what I consider to be a old economy, old world country, at least the United Kingdom, and definitely expanding very quickly across Europe as well. So you do see the innovations there. I think it might be again a misconception that because most of European care is funded by the government, you have a very strong social insurance system, that there isn't room for the private sector. But I completely disagree. We've seen a lot of excellent digital companies or hybrid healthcare companies really excelling and coming up with innovative models that complete whether it's their home healthcare system or other, let's say, governmental healthcare systems in Europe and in their specific country. D'autres questions, d'autres remarques dans le public? Oui. Où est-ce que l'on était? Oui, Luc. Merci. Donc c'est une question plutôt pour Sam Shah et le Dr El Razouki. De votre expérience, quel est selon vous le profil spécifique d'entrepreneur pour réussir à avoir des projets qui sortent de leurs frontières et toucher un marché plus global? En France, en tout cas, on a un désavantage, c'est que nous ne parlons pas l'anglais. Nous avons aussi un périmètre limité et, comme l'a dit Bruno, très spécifique de financement. Sur vos expériences et vos investissements, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller et quels sont les axes qu'on doit prioriser? Sam Shah, tout d'abord. First thing is an entrepreneur that has a willingness to listen, someone that you can work with. Whether I think about my own investments that I've made, or whether I think about those things that I've had to deal with on behalf of the state, you need someone that's got a willingness to listen and learn from what's around them. They may not have all the answers.
Second thing, they have to be really driven. Like they have to be completely invested in wanting to actually make something work. And then the third thing I would say is be willing to take on a local team with local knowledge. Like if I look at any of the entities I'm involved with which have succeeded in a market other than their home market, bring on local people that understand that market, that have a local network, that will be able to work with local players. And I agree completely with Musa about there's definitely space for private services to complement state or state-funded or insurance-funded models. So it's about trying to find a fit for that market, but do not try and replicate what worked in the index country completely like for like in the other market. Moussa Razouki, vos conseils, si vous aviez des conseils à donner aux entrepreneurs justement français, dont on dit qu'ils ne parlent pas anglais, qui ne sont peut-être pas suffisamment acculturés et où il est complexe pour eux d'aller à l'étranger? I mean, first I would say there's no reason to speak English because French is one of the most beautiful languages in the world, so there's no reason. And very soon we will have these automatic translators, many of them exist. So I don't think language should be the barrier. And definitely, I think there's also a misconception with many entrepreneurs that you need to have, many countries in order to be a successful, even multimillionaire or billionaire. A country like the Maldives, very small country, very small population. There are 2 billionaires in that country, even though most of the population is not, probably lower than the average GDP per capita around the world. But their businesses are local to the Maldives. When one owns an electric utility, the other owns a few resorts. So you don't really have to expand beyond your country to be successful, number one. Number two, a more general, probably, tips and tricks, if you would, as any entrepreneur. I can't remember who said this, but it's certainly one of the most resonating pieces of advice that usually I like to share with entrepreneurs is be prepared to fire yourself, right? And it's a very interesting concept because at the beginning, when you are there with maybe 2 or 3 other people, you are doing every single job. You are doing sales, you are doing product development, you are doing technology development, you're doing quality control, you're doing HR, you're doing everything under the sun. And as your company grows, you have to then fire yourself from that job. You have to fire yourself from being the HR manager, fire yourself from being the finance manager, fire yourself from being for example, product lead, and you hire the right people and you build the right team. And again, I think I've only heard of one company that became a successful company by having essentially one founder and one business person. That's the dating company in the US called Plenty of Fish. It was just one single entrepreneur, technology entrepreneur. He built everything and it became a big success. But, on average, most companies tend to need more than one person. So certainly being able to fire yourself. And, when it comes to selecting the team and people to join you, it's very important to select individuals who have skills that are complementary to your own and not to replicate the skills. So if you are the business founder, the visionary, the Steve Jobs of the team, then it's important to have a Steve Wozniak, a more technical, introverted, almost quieter, more calculating type of co-founder with you. And that's the only way to succeed, in my opinion. And also that applies not only to your equity partners, but also to your investors who really are just another type of partner, if you want to think about it correctly. We like to call ourselves smart money investors because we get involved with the entrepreneurs, maybe not on a daily basis, but at least on a monthly or maybe even quarterly basis, at the very least, to sit down and solve different problems and share our expertise and share what we see as other portfolio companies and other investments have done. And, that's what I also encourage entrepreneurs to do is, you're not looking for an investor, you're looking for a financial partner, somebody who can contribute not just capital, but also their own expertise and, a little bit of extra knowledge to your core team. Merci Moussa Razouki de ces sages leçons qui nous viennent du Koweït et qui remettent aussi les choses à leur place et pour le coup de ces leçons qui sont universelles, cette fois-ci, d'entrepreneuriat et de développement d'entreprise. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde. On peut les applaudir. Et
Et n'oubliez pas, on se retrouve donc d'ici 45 petites minutes au théâtre municipal de Castres. C'est juste à côté de la chambre de commerce, hein, vraiment à 5 minutes à pied, pour cette conférence de clôture avec le trublion philosophe Éric Sadin pour évoquer l'intelligence artificielle et ses risques de dérive également. À tout de suite.